Bonjour à tous. Je me présente, Nadia Orobello, directrice relations avec les membres et partenariats, Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Désolée du petit retard ce matin. Merci d'être avec nous pour ce webinaire intitulé Le secret de changement réussi, vos employés. Le webinaire d'aujourd'hui sera axé sur l'engagement de vos employés et vous permettra de découvrir les outils essentiels pour franchir les étapes critiques vers un changement réussi. On vous invite à poser vos questions dans l'onglet Q&A tout au long de ce webinaire. Une période de questions suivra la présentation. Sans plus tarder, je laisse la parole à nos conférencières. Valérie Kim-Besner, directrice conseil, experte en gestion du changement CGI, et Céline Guillemin, directrice service conseil et gestion du changement CGI. C'est à vous, mesdames. Merci beaucoup, Nadia, pour cette introduction. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous aimerions vous introduire brièvement CGI. Donc, en bref, CGI, avec plus de 40 ans d'expérience de croissance soutenue, c'est l'une des rares entreprises qui possède l'envergure, la portée et les capacités pour répondre aux besoins de ses clients en matière de transformation. Notre présence mondiale compte 400 bureaux répartis dans 40 pays et regroupe 76 000 membres, dont la majorité est actionnaire de CGI. Chaque membre agit vraiment à titre de partenaire de confiance pour plus de 5 500 clients à l'échelle mondiale. CGI propose un portefeuille complet de compétences, des services conseils stratégiques en TI et en management, des services d'intégration de systèmes, ainsi des services TI en gestion de processus d'affaires en mode délégué. Donc, on travaille avec nos clients et on met à profit nos capacités mondiales pour définir, pour mettre en œuvre et exploiter les technologies et les initiatives commerciales dont ils ont besoin pour offrir des services aux consommateurs et aux citoyens. Je suis désolée, Céline. Le partage de présentation, s'il vous plaît. On ne le voit pas. Là, vous voilà. voyez? Parfait, excellent. Merci. Merci, Nadia. Donc, voilà, c'était CGI en bref et j'en étais sur la slide d'après. Voilà, celle-ci. Donc voilà, en plus des services et de cette gamme complète que nous proposons, c'est ce que je disais, donc on accélère aussi la transformation numérique de nos clients grâce à un portefeuille de plus de 170 solutions d'affaires, donc qui est vraiment fondé sur la propriété intellectuelle. Donc nos services s'appuient sur des facteurs de différenciation uniques. D'abord, un modèle d'affaires axé sur la proximité avec les clients, qui permet à nos équipes locales vraiment de bâtir des relations solides, de confiance et directes avec nos clients. Un baromètre mondial. Donc, chaque année, CGI lance son programme unique, La Voix de nos clients, dont l'objectif, c'est vraiment d'être à l'écoute de ses clients et de constamment améliorer ses capacités et son offre pour répondre à leurs priorités. Autre facteur de différenciation, une expertise sectorielle à l'échelle locale et mondiale. Donc, nous avons 10 secteurs d'activité cibles pour lesquels nous mettons à profit des experts locaux qui comprennent les activités et l'environnement d'affaires local de nos clients. Et ces experts s'appuient vraiment sur les perspectives mondiales et les capacités partagées parmi nos équipes. Et enfin, le dernier facteur de différenciation, c'est nous nous appuyons sur un réseau mondial de prestations de services vraiment axé sur les résultats. Au niveau du service conseil stratégique, on regroupe 6 pratiques. La stratégie TI, qui évalue le niveau de maturité numérique de l'entreprise, identifie les tendances émergentes, les anticipe et les priorise. L'expérience client, qui accompagne la transformation et l'amélioration de l'expérience utilisateur. L'agilité, elle, permet d'innover, d'apprendre, d'offrir plus de valeur en découvrant des nouvelles méthodes de travail grâce aux principes et à l'état d'esprit agile. La pratique touchant la chaîne d'approvisionnement offre l'accompagnement pour la réimaginer et la transformer. Finalement, la gestion du changement accompagne l'humain pour s'assurer son appropriation, l'adoption et l'engagement dans le changement. Chacune de nos expertises s'appuie sur les données pour guider, pour analyser nos décisions essentielles au changement et à la valeur que nous apportons à l'organisation. Au niveau de l'équipe CGI, en gestion du changement, elle est forte de plus de 50 consultants. Ils ont tous les capacités de faire l'expérience client, de la gestion de changement et de l'agilité. De plus, ils sont reconnus et possèdent l'ensemble plusieurs certifications comme PROCI,
Safe at Care ou autres. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le secret d'un changement réussi, vos employés. Donc, depuis quelques années, nous sommes face à un environnement qui est en constante évolution et qui se traduit vraiment par de nombreuses transformations. Beaucoup soutiennent vraiment que le changement fait désormais partie du quotidien au sein de leur entreprise et encore plus ces dernières années. Toutes les organisations, les entreprises mettent en œuvre des transformations de plus en plus importantes à un rythme soutenu, ce qui les oblige vraiment à se montrer beaucoup plus agiles. Et puis ça, avec des transformations qui sont de différentes natures, très variées, numériques, technologiques, organisationnelles, culturelles, réglementaires, etc., pour faire évoluer les modèles d'affaires, les méthodes de travail, les organisations, les systèmes, etc. Donc, il y a beaucoup de facteurs explicatifs. Le numérique, qui a déjà été amorcé depuis quelques années et qui a obligé les organisations à s'intéresser au sujet et à l'intégrer dans l'ensemble des pratiques, des usages, et encore plus renforcé avec la pandémie. Mais il y a aussi la concurrence, l'arrivée de l'intelligence artificielle, la gestion des datas, l'évolution sociétale du client et puis la volonté de celui-ci d'obtenir toujours quelque chose de nouveau, ce qui oblige vraiment les entreprises à modifier leurs produits, leurs services et ce qui conduit à de nombreux changements dans les organisations. Face à cet environnement en constante évolution, beaucoup rencontrent de nombreux défis à mettre en place ces transformations. On a souvent des transformations qui sont mal comprises par les employés, avec un désalignement entre TI et ligne d'affaires. On observe beaucoup de démotivation, de désengagement, un manque d'adhésion des employés qui engendre une perte des talents, auquel s'ajoute une difficulté pour recruter. On observe souvent une culture d'entreprise qui n'est pas toujours alignée avec la vision de la transformation, et puis aussi des difficultés à ancrer le changement dans le comportement des employés. Donc, face à toutes ces transformations, ces employés vraiment les subissent et ne sont pas toujours préparés à accepter le changement. Or, pour assurer la réussite des changements, il est vraiment essentiel de prendre en compte la dimension humaine, de prendre en compte vos employés en adoptant une démarche de gestion du changement qui est centrée sur eux. Donc, un employé engagé, c'est un employé qui a un comportement positif envers son organisation et vraiment qui va l'amener à mieux travailler de façon proactive pour atteindre les objectifs d'affaires. Si vous n'engagez pas vos employés dans votre transformation, et puis selon l'enquête CGI Business Consulting, vous avez le risque que 60% de vos projets de transformation n'atteignent pas les objectifs fixés. Et ce, en partie dû à ce manque d'engagement, mais aussi à une vision de la transformation qui n'est pas comprise, à un manque de moyens dédiés, organisés, à un manque d'acceptation et d'appropriation des changements, à une surcharge de travail, etc., etc. Donc, il est donc primordial de mettre en place une approche de gestion du changement structurée autour de vos employés. La gestion du changement, c'est vraiment l'un des moteurs de vos projets de transformation. C'est la démarche qui va permettre d'aligner, d'engager, de mobiliser vos employés et d'en faire des acteurs du changement pour mettre vraiment l'entreprise en ordre de marche pour se transformer. Donc, selon ProSci, référence en gestion du changement, si vous avez une démarche de gestion du changement structurée, vous avez 93% plus de chances d'atteindre vos objectifs. Vous avez 78% plus de chances de livrer votre projet selon le budget ou en dessous du budget. Et 69% plus de chances de livrer votre projet dans les délais, voire en avance. Donc, le succès d'un projet, de quelque envergure qu'il soit et de nature, passe donc par un accompagnement des employés pour l'engager et par la gestion du changement qui va s'assurer que chaque employé est prêt, disposé et capable de fonctionner dans un nouvel environnement de travail. Donc, comme je viens de le dire, il est vraiment indispensable de mettre le focus sur vos employés et de mettre en place cette démarche qui va les placer au cœur de vos transformations. Donc, il faut mettre en place un parcours avec des solutions qui sont actionnables, pragmatiques pour vos employés, parcours qui va se faire dans la durée et qui va faire du sens pour vos employés. Il faudra co-créer le changement avec vos employés pour les rendre acteurs de ce changement. Cela par le biais d'ateliers participatifs et en se focalisant sur leurs besoins, sur leurs attentes pour qu'ils aient un parcours du changement personnalisé et ciblé. Adoptez aussi une approche agile pour que les employés accueillent le changement positivement
en se focalisant sur la valeur et l'adoption au changement. Il ne faudra pas hésiter à adapter votre stratégie et leur parcours au fil de l'eau pour mettre en place des solutions qui vont favoriser vraiment l'ancrage et ça durablement, et puis surtout faciliter les changements de comportement et de nouvelles façons de faire. Dans ce parcours, l'idée, c'est vraiment d'encourager la variété des modalités. Il peut y avoir des formations pures et dures, du coaching individuel, des sessions d'intelligence collective, etc., etc. Et dernier point, dotez-vous de compétences de gestion du changement, que ce soit en interne ou à l'externe, pour accélérer vos transformations. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une approche de gestion du changement centrée sur vos employés? C'est une approche qui est basée sur la découverte, c'est-à-dire qu'on va appréhender le côté humain et les besoins émotionnels pour segmenter les employés en fonction de leurs besoins et leurs préférences. C'est une approche participative qui va impliquer les employés dans la conception d'interventions de changement personnalisées par le biais du design thinking. C'est une approche aussi qui va qui va créer l'expérience avec des interventions conçues en fonction des moments clés du changement dans le parcours de l'employé, et cela vraiment pour les différentes cibles. C'est une approche unique qui va être itérative et agile, avec des adaptations vraiment au temps réel sur la base de données et de mesures de la valeur. C'est une approche aussi personnalisée. On va concevoir des parcours du changement axés sur l'expérience de l'employé pour chacun des publics. Les milléniaux par rapport à ceux de la génération X, les codes blancs versus les codes bleus, etc., etc. Et enfin, c'est une approche qui va engager, qui va permettre aux équipes de faire partie intégrante du voyage et vraiment de les connecter à la vision de cette transformation, du changement, pour permettre vraiment un changement de culture. Donc maintenant, comment mettre en place cette approche de gestion du changement centrée sur les employés? Donc l'approche globale de gestion du changement que nous proposons, elle s'articule vraiment autour de différentes étapes qui vont permettre de renforcer l'engagement, l'adhésion et ancrer le changement dans les nouvelles façons de faire et permettre de réussir vos transformations. Donc, il y a 5 grandes étapes que je vais vous expliquer brièvement et Valérie prendra le soin de vous les détailler ensuite vraiment dans un cas pratique. Donc, l'étape 1, c'est de comprendre le changement et de s'aligner sur la vision. Comprendre le contexte actuel, évaluer si votre organisation est préparée au changement, comprendre la vision de la transformation et aligner les différentes parties prenantes sur cette vision, construire le message commun pour partager cette vision en adoptant vraiment la perspective, le point de vue des employés. Il s'agit là de comprendre comment les employés décrivent leur expérience en entreprise, de construire le What's in it for me de cette vision pour créer vraiment un message puissant, fédérateur, inspirant. Et là, on va également construire la stratégie de gestion au niveau. La deuxième étape, c'est de découvrir les cibles du changement. On va identifier toutes les cibles impactées par ce changement et définir des personas pour chaque groupe cible. Persona qui va décrire leurs caractéristiques, leurs besoins, identifier leur comportement futur. Et sur ces personas, on va évaluer les impacts du changement. Quelle est leur situation actuelle versus leur nouvelle façon de travailler. Et à partir de là, la troisième étape, on va définir un parcours du changement qui est centré et personnalisé par cible, par persona. Donc, on va identifier les moments clés du changement pour chacun d'entre eux et on va définir des parcours personnalisés pour chacun en incluant des communications ciblées, en identifiant des besoins en formation pour les inclure dans ce parcours d'expérience du changement. Ensuite, quatrième étape, on va lancer ces parcours et vraiment offrir une expérience de changement agile. On va lancer des campagnes de communication ciblées pour chaque persona. On va développer, déployer le matériel de formation pour chacune des cibles. Et on va mettre en place des interventions de gestion du changement pour favoriser le changement de comportement. Et dans cette étape, on va collecter des rétroactions régulières pour vraiment adapter au fil de l'eau les parcours. Et cette expérience de changement agile, elle va être soutenue et suivie avec la cinquième étape par un dispositif et des outils vraiment pour mesurer l'adoption et avoir des rétroactions régulières et pour mesurer aussi le succès des interventions de changement. Donc là, Valérie, maintenant, va vous expliquer à travers un cas pratique cette approche. Merci, Céline. Alors, l'entreprise VKSC a pour objectif d'affaires d'améliorer la satisfaction de ses clients,
mieux connaître et améliorer leur expérience pendant et après l'achat du produit. Suite au contexte pandémique, l'entreprise a décidé de lancer le programme New Future afin de booster la fidélisation de ses clients et gagner en part de marché. Ce programme-là consiste en un logiciel de la gestion de la relation client, un CRM, une plateforme de données CDP, un nouveau site transactionnel et la réorganisation du département autour des ventes. On va principalement se concentrer sur l'implantation du CRM et le parcours de Julie. C'est le parcours que vous voyez à l'écran, c'est son persona. On vous présente Julie, c'est une représentante des ventes de l'entreprise et on va la suivre à travers son changement. Alors, VKC veut partir sur des bonnes bases pour la mise en place de leur CRM. On va d'abord évaluer l'ampleur du changement et s'assurer que la direction est alignée sur la vision de celui-ci. On a positionné notre projet de CRM sur la matrice de l'ampleur du changement. C'est un outil très facile et simple à utiliser, une vingtaine de questions, et ça nous permet de donner une valeur à 2 critères. Le quantitatif, c'est-à-dire le nombre de personnes touchées, le nombre de départements impactés, et le qualitatif, qui lui définit le type du changement. Le niveau d'impact sur les tâches quotidiennes, le type d'apprentissage qui sera nécessaire. Ça nous permet de venir placer le projet sur l'axe, finalement, dans la matrice, sur un des axes. Vous allez deviner que plus l'ampleur du changement est grande, plus la gestion du changement sera importante et évidemment, le budget sera conséquent. C'est très intéressant de mapper tous les projets en cours ou tous les projets d'une même transformation parce que ça nous permet d'avoir une vue globale sur le chantier. Regardons la matrice qu'on a à l'écran. D'abord, comme vous voyez, ça part du pâle au foncé, le pâle étant des projets avec peu d'ampleur et d'impact pour le changement, et le foncé, évidemment, étant les projets les plus qui ont le plus d'ampleur. Si on a des projets bien étalés partout, on pourrait croire que c'est parfait. On pourrait se dire, wow, c'est équilibré. Mais en réalité, ça pourrait aussi vouloir dire que c'est beaucoup trop en même temps. La même chose, si on a tous des projets dans la section peu d'ampleur, par exemple, changer les photocopieurs, le système téléphonique, ça peut sembler possible et pas beaucoup d'impact, mais s'ils sont tous en même temps dans le temps, c'est peut-être beaucoup trop. Chez VKC, ce qu'on s'aperçoit, c'est que leurs projets sont quand même bien répartis et ça vient définitivement définir que le CRM est leur plus gros projet en cours en termes d'ampleur de changement. C'est le plus gros morceau. Ensuite, la direction de VKC travaille à définir sa vision du changement. Avons-nous les mêmes buts, la même opinion sur comment on va effectuer notre changement? Heureusement, on avait prévu pour l'équipe de faire des sessions de travail en design thinking pour stimuler les discussions et la réflexion. On a fait 3 choses. Un exercice de définition de la vision qui permet de mettre tout le monde au même diapason sur le pourquoi, le comment, le qui, la base finalement. Ça a été hyper intéressant parce que dans nos discussions, on s'est aperçu que les finances voulaient un CRM uniquement pour consulter les coordonnées clients. Les ventes focusaient sur le contrôle de ses représentants et le marketing ne se sentait pas du tout concerné. Ça partait un peu mal. Mais grâce à l'exercice de vision, on a réussi à mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Ensuite, on a fait un atelier de speedboat. Ça aussi, c'est très intéressant. C'est une activité qui permet d'identifier les objectifs, les bénéfices, les freins, les accélérateurs, les risques. Ça nous a donné pas mal de hauteur. Puis finalement, on a construit l'élévateur pitch. Ça, c'est la proposition unique de vente du projet. On doit tous raconter la même histoire si on veut rassurer et engager nos partenaires. Après les ateliers d'ampleur et de vision, l'équipe était motivée, alignée et confiante. On avait tous hâte d'embarquer nos employés. Maintenant, par exemple, il faut comprendre l'impact de l'arrivée de notre CRM sur nos employés. D'abord, qui sont les départements impactés par l'arrivée de celui-ci? On a donc identifié les parties prenantes. On doit évaluer l'impact sur nos employés à différents niveaux, sur leurs outils, leurs responsabilités, leur organisation du travail et la collaboration entre eux. Il faut aussi identifier quel rôle chacun peut jouer, qui a de l'influence, qui est crédible. Est-ce qu'ils peuvent devenir de bons experts formateurs, des agents de changement? On les positionne sur la courbe. Bon, là, je sais que c'est petit sur votre écran, mais vous voyez Julie.
Elle est au début de son parcours. On va reparler tantôt de sa courbe de changement. C'est maintenant qu'entre en scène le pouvoir j'ai de la difficulté, inimaginable de la participation de Julie à nos efforts de changement. L'embarquer à ce moment-ci va faire toute la différence. Mais pour plusieurs entreprises avec qui Céline et moi on collabore, c'est pas évident de faire participer si tôt les employés. Et pourtant, on vous encourage à oser le faire, mobiliser les employés à participer dès l'analyse d'impact, c'est profiter de la meilleure source d'information qui soit pour identifier l'écart entre la situation actuelle et la situation future qui inclut travailler avec le CRM. Qui de mieux pour Julie pour nous aider à comprendre ce que le CRM changera pour elle? Cette analyse, c'est le point de départ de la stratégie de gestion de changement. C'est le pont à co-construire avec elle vers le succès du CRM en s'assurant qu'elle aura une expérience employée enrichissante. Pour synthétiser et valider avec la direction et les gestionnaires nos découvertes avec Julie sur son équipe de représentants, on emprunte une pratique du marketing pour bien décrire nos groupes impactés, le persona. Le persona de Julie, c'est un peu comme son portrait type. Qui visent le changement, qui sont visés par le changement, qui va être créé par le CRM. Sa fiche de persona indique qui elle est, ses motivations, ses résistances, ainsi que les impacts. On y documente aussi les découvertes faites lors de la réalisation de la carte d'empathie, ce qui nous donne ses besoins, son ressenti, ses attentes par rapport au CRM. À ce point-ci, Julie et nous, on est prêts à construire son parcours sur sa courbe du changement. Ben oui, vous pensiez quand même pas qu'on était pour ne pas mentionner la courbe du changement. Je vous souligne ici que chaque étape de la courbe a sa raison d'être parce qu'elle permet de passer à la suivante. Je ne vais pas entrer dans le détail de la courbe, mais je veux simplement faire un portrait rapide. La conscience, c'est l'annonce du changement. Julie débute sa réflexion sur son futur avec un CRM. Elle se projette, ce qui fait ressortir ses résistances. Le désir, c'est vouloir le changement. Il faut qu'elle dissipe ces fameuses résistances. Ensuite vient la connaissance. On ne parle pas ici juste de connaissance, on parle de développer vraiment le talent de Julie, ses habiletés et ses aptitudes. La capacité, c'est pour Julie d'être capable d'utiliser le CRM comme un accélérateur pour lui permettre de focusser sur la valeur ajoutée qu'elle apporte à l'entreprise. Maintenant que Julie sait faire et qu'elle possède la confiance de pouvoir faire, elle est prête à entendre ce qu'on s'attend d'elle en termes de performance. Puis finalement, lorsque le CRM est lancé, on vient consolider tout ça, puis on vit le changement. J'aimerais vous donner un exemple de ce qui arrive quand une étape de la courbe du changement n'est pas complétée et qu'on passe malgré tout à la suivante. Julie a des résistances. Elle est confiante que le CRM va accélérer l'accès à l'information, mais elle a peur que les suivis de son superviseur se resserrent et la pressent. Julie évite donc, le superviseur de Julie évite de parler de résistance avec l'équipe parce que pour lui, ça le met mal à l'aise. C'est un gars positif, puis jaser du négatif, il n'aime pas ça. Julie se pointe en formation avec ses collègues. Dès les premières minutes de la formation, rien ne va plus. Tout le monde exprime sa frustration. Non seulement Julie va chercher de la validation sur ses craintes, mais en plus, un collègue souligne que désormais, on verra les contacts clients de tous, puis certains vont tenter de voler des clients aux autres. C'est la panique, une autre résistance pour Julie. Le pauvre formateur ne sait pas quoi faire avec le groupe, patine en avant de la classe. Le groupe a perdu un temps fou et l'atmosphère n'est pas du tout apte à l'apprentissage. Pourquoi? Parce que le supérieur de Julie n'a pas su dissiper la résistance et créer le désir du changement chez son équipe. Maintenant, on va regarder ensemble le parcours qu'on a construit avec Julie. Ça, c'est qu'une illustration pour soutenir notre étude de cas. Il y a de nombreuses activités qu'on peut organiser. Il y a plusieurs façons de faire. Ici, on regarde simplement ce qu'on pourrait mettre en place pour Julie pour l'aider avec le CRM.
Sur le parcours de Julie, on va retrouver des activités de communication, de formation, de mobilisation, d'engagement, des points où on va venir mesurer où on en est rendu. Alors, si on regarde au niveau de la conscience, on a fait des activités de communication. On a annoncé le projet. On a aussi permis qu'elle ait des rencontres individuelles avec son supérieur. Ensuite, on a créé le désir. On l'a impliqué dans les ateliers d'identification d'impact. On a créé diverses activités de communication et on a fait un sondage juste avant la formation pour s'assurer qu'elle comprenait le projet et valider où elle en était au niveau de sa résistance. Au niveau de la connaissance, les moyens sont nombreux pour l'apprentissage. Il ne faut surtout pas oublier la mise en pratique et la mesure des connaissances avant de passer à la prochaine étape. Au niveau de la capacité, on a organisé pour Julie et ses collègues une journée de séminaire, lors de laquelle elle va revoir les concepts de base, elle va discuter du déploiement et va aussi tester l'application. On s'amuse et on gagne en confiance. On est prêt. En consolidation, on va souligner l'accomplissement des employés pour le déploiement. On va aussi recueillir les premiers résultats et les partager avec eux et on va s'assurer l'adhésion. Une fois que le parcours est terminé, qu'on a dessiné notre chemin, on va regarder aussi l'aspect tactique. On va parler des plans. On va faire un plan de com qui va recréer tous les messages clés, les moyens de diffusion avec les dates, comment on va s'y prendre, le plan de formation qui identifie quel outil pour quel sujet, et comment on va tester et appliquer les nouvelles connaissances. C'est important de bien s'approprier la culture dans laquelle le parcours va se vivre, parce que les plans doivent respecter les habitudes de communication et les bons moyens de formation. Une chance que Julie était là pour nous ramener à l'ordre. Julie débute donc son parcours, mais il faut soutenir et suivre l'évolution du parcours de Julie pour s'assurer qu'elle se dirige toujours vers la cible. Ça permet d'identifier les ajustements nécessaires en cours de route pour s'assurer que son expérience est bonne et qu'on atteigne la cible avec succès. C'est là où on implante une tour de contrôle. La tour de contrôle nous aide à garder le cap. Elle repose sur deux choses. Une gouvernance pour assurer des forums de discussion sur la gestion du changement de Julie avec des groupes qui sont capables de rapidement prendre les bonnes décisions et les actions à poser. Ce qu'on partage dans nos discussions et nos groupes d'intérêt nous provient du terrain. C'est le deuxième palier de la tour, nos capteurs. Ils sont quantitatifs. On a parlé tout à l'heure qu'on ferait des sondages. On va regarder les taux de formation terminés. Et ils sont aussi qualitatifs. Les activités avec les agents de changement, les formateurs, c'est nos oreilles et nos yeux sur le terrain. Ils nous informent de l'atmosphère, des bruits de corridor. Afin de bien rapporter ces informations et d'avoir un outil qui offre une vue globale de la situation et des progrès du déploiement, on a mis en place chez VKC un tableau de bord du changement. Il donne le portrait de l'évolution de Julie et de ses collègues dans leur parcours. Vous vous imaginez que ça ne se passe pas toujours comme prévu. Pour Julie non plus. Alors, heureusement, la tour de contrôle a permis d'identifier que Julie avait une sortie de piste. Comme la gestion de changement était en mode agile, on s'est ajusté et on a modifié le parcours. Vous vous souvenez de la fameuse formation? Son formateur a fait un retour sur le déroulement de celle-ci et on a ajouté des activités pour bien cadrer et ramener les choses sur la bonne route. On a ajouté au parcours de Julie un entretien individuel entre le supérieur de Julie et les membres de son équipe pour discuter de la résistance. On a organisé un café-causerie avec l'expert de son département pour pallier au sujet que le formateur n'a pas pu discuter durant la formation à cause du manque de temps. À la suggestion de Julie, on a repris un module de formation qui causait beaucoup de difficultés, même après 2 mois d'utilisation. On a créé une vidéo dans laquelle le supérieur de Julie explique l'importance de bien catégoriser les clients avec des exemples concrets à l'entreprise. Et il a réitéré le pourquoi c'est important. Alors voilà, Julie est maintenant en plein contrôle de son CRM. Elle a encore des éléments à améliorer, mais ça a été une belle aventure. C'est tout un changement pour elle d'avoir participé aux activités de gestion de changement. Au début, elle était hésitante, puis elle a vu ça comme une charge de travail supplémentaire. Mais elle s'est vite aperçue qu'elle avait son mot à dire. Et ça plaît à Julie.
Il y a eu des difficultés, mais elle avait l'écoute de son supérieur qui vivait aussi l'aventure avec elle et elle connaissait bien le parcours vers le succès qu'elle devait faire. La tour de contrôle a joué son rôle, a permis d'identifier des problèmes et on les a réglés parce qu'on travaillait en agilité. On s'est viré sur un scène. Elle apprécie qu'on lui revienne à chaque mois avec l'évolution des ventes et l'impact du CRM sur celle-ci. C'est cool de voir qu'on progresse et les impacts sont positifs, nous a dit Julie. Elle a même été surprise du grand sentiment de satisfaction qu'elle a eu en regardant le chemin parcouru lors de l'événement virtuel pour célébrer la mise en œuvre. En passant, son superviseur s'est inscrit à des ateliers de gestion de la résistance. C'est fait. Tu peux passer à la suivante, Céline. C'est fait. C'est bon. On est à la conclusion. Pour réussir votre transformation, adoptez le point de vue de l'employé. Donc, le secret d'un changement réussi repose véritablement sur vos employés. Vraiment adapter leur perspective. Assurez-vous qu'ils comprennent la vision de la transformation et qu'ils soient vraiment convaincus de se transformer. Assurez-vous que l'ensemble de la haute direction et gestionnaire soient vraiment eux-mêmes engagés dans la transformation. On n'a pas trop évoqué le sujet lors de cette conférence, mais la haute direction et les gestionnaires sont de vrais acteurs du changement et également un facteur clé de succès de réussite de vos changements. Mettez en place un dispositif qui s'inscrit dans la durée avec une trajectoire du changement préalablement définie. Prenez en compte le point de vue de vos employés. Vraiment, favoriser la co-construction, comme on l'a vu avec Julia, avec des ateliers participatifs lors de vos phases de visionning et de conception. Déployez aussi des parcours personnalisés, ciblés pour chacun de vos employés, que vous ajusterez au fil de l'eau afin qu'ils adoptent vraiment de nouvelles façons de travailler. Et surtout, mesurez en continu le progrès afin de vous assurer que vos employés aient vraiment les moyens de progresser vers la cible. Voilà, donc nous vous remercions pour votre écoute et puis nous sommes à disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Valérie Kim et Céline, c'était fort intéressant. Pour information, la présentation sera envoyée à tous les participants par courriel suite au webinaire et l'enregistrement aussi va être partagé sur notre chaîne YouTube prochainement. Je n'ai pas de date malheureusement, mais ça va être diffusé sur YouTube. J'en profite également que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&A et je suis désolée si vous entendez du bruit en arrière, mais est-ce que ça va, mesdames? Oui, ça va. Oui, nous, ça nous va très bien. Excellent. Vive le télétravail. Alors, mesdames, j'ai une première question pour vous, en fait. Vous avez beaucoup parlé, bien sûr, d'une approche centrée sur l'humain, plusieurs méthodes pour favoriser l'engagement des employés, mais il peut y avoir aussi quand même la résistance. Donc, comment pouvons-nous gérer cette résistance-là auprès de nos employés dans nos équipes en entreprise? Oui, je vais la prendre. Celle-là, c'est mon sujet préféré de la gestion du changement. Moi, j'adore la résistance. En fait, il faut même, je dis souvent à mes clients, il faut la célébrer, la résistance. Parce que la résistance, c'est l'indicateur que l'employé se projette dans le changement. Il est en train de s'imaginer changer, mais il y a des questions. Et il a assez confiance à son milieu de travail et à la personne à qui il va en parler pour ne pas être silencieux et poser la question et en parler. En fait, ce qu'il crie, c'est « Hey, je veux faire partie du changement, mais j'ai des questions, j'ai des inquiétudes. » Alors, comment on gère avant le changement? C'est de bien le préparer, de bien préparer sa première ligne, les gens qui travaillent directement avec les employés. C'est aussi de prévoir quelle va être la résistance et de préparer un bon Q&A qui dit, on sait qu'ils vont vous parler de tel problème, on sait qu'ils vont amener telle situation, il faut être capable de répondre. Il faut les anticiper, ces résistances-là. Et pendant, c'est une bonne écoute active. Hein? C'est un dialogue. Ce n'est pas d'écouter l'employé en essayant de le faire changer d'idée, mais c'est d'essayer de comprendre, d'être empathique et de comprendre qu'est-ce qu'il vit et qu'est-ce que je pourrais lui dire pour le convaincre.
bien souvent, c'est de la mauvaise information. C'est des craintes parce qu'on manque de connaissances. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas ou parce qu'on est, on est malhonnête, c'est simplement parce qu'on manque d'informations. C'est important aussi d'aller chercher. Il n'y a rien de mal de dire, par exemple, à Julie, sais-tu, c'est une excellente question et je n'ai pas la réponse. Allons ensemble voir l'équipe projet, poser la question. C'est important que le superviseur assiste pour bâtir sa connaissance. Puis après, c'est beaucoup d'en parler, de nourrir le Q&A, d'en parler avec nos collègues de travail pour partager l'expérience, pour avoir que tout le monde ait la même information et être capable de répondre à la résistance. Excellent, merci. Donc, écoute, compréhension, agilité, en fait, être capable de réagir. Merci beaucoup, Valérie Kim. C'est fort intéressant. Puis, j'ai adoré, en fait, l'intro, juste que tu adores la résistance en général. Mais effectivement, il y a beaucoup d'apprentissage, je pense, à travers ces types d'échanges-là. Je dis souvent que la résistance, c'est comme l'adolescence. Il faut que ça se passe sans laisser trop de grandes cicatrices. Juste des leçons apprises, puis se rappeler du chemin parcouru. C'est parfait, ça. Je vois qu'on a des questions dans le Q&A. Je vous laisse répondre directement, mesdames. Oui, on a une question d'Isabelle. Donc, la règle d'or au conseil que vous donneriez à un dirigeant d'entreprise qui s'apprête à faire un changement majeur. Wow. Je vais commencer, Valérie. Et puis, je vais rebondir sur ce que tu disais aussi pour gérer la résistance. Là, il y a une règle d'or aussi, et on s'en aperçoit beaucoup. C'est souvent que les gestionnaires, le niveau management intermédiaire n'est pas préparé à ces transformations. Et c'est vrai, c'est vraiment pourtant le gestionnaire un acteur de la transformation. Les gestionnaires directs sont vraiment les expéditeurs préférés des employés. Hein. Donc, ces gestionnaires, il faut vraiment les préparer et aussi imaginer un parcours pour ces gestionnaires pour anticiper la résistance de Julie. Parce que le gestionnaire, il va avoir un rôle de communicateur, un rôle de liaison, un rôle de promotion aussi du projet, un rôle de gestionnaire de la résistance, puis vraiment un rôle aussi d'accompagnateur. Donc, une des règles d'or, n'oubliez pas vos gestionnaires qui sont comme les employés, qui subissent un peu la transformation, et pourtant, c'est vraiment eux qui connaissent au plus près leurs équipes et puis leurs employés. Peut-être que Valérie, tu veux ajouter un point? Oui, bien moi, une des règles d'or, c'est, je dis toujours, je sais que ça semble compliqué. Quand on ne fait pas ça à tous les jours, la gestion de changement, ça peut sembler complexe et lourd. Mais en réalité, il faut avoir du plaisir. Changer, c'est s'améliorer. Et souvent, on voit ça comme un mal nécessaire, mais je pense qu'il faut mettre un peu d'allégresse, un peu de plaisir dans nos stratégies de gestion de changement. C'est des beaux moments d'échange entre les équipes, de se pousser à aller plus loin aussi. Alors, il ne faut pas voir ça comme une obligation et un mal nécessaire, mais plutôt comme on avance et on va plus loin. On a une autre question. Si je n'ai pas d'équipe ou personne spécialisée en gestion du changement, qui dans l'entreprise peut prendre ce rôle? Là, ça va dépendre vraiment de l'ampleur du changement. Hein. Vous pouvez tout à fait imaginer former une personne dans le cadre d'un changement mineur. Souvent, du côté des ressources humaines, on peut trouver des personnes qui sont aptes à cela. Donc, pourquoi pas? Allez voir des gestionnaires également. Hein. Vous trouverez peut-être un gestionnaire qui a les compétences et l'aptitude pour le faire. Après, dans le cadre d'un changement majeur, faites-vous accompagner par un partenaire spécialisé vraiment dans la gestion du changement. Mesdames, si je peux me permettre, en fait, une dernière question, puis je lance l'appel aux participants aussi. En fait, si vous avez des questions, ça serait le moment, comme nous sommes à la fin. Comment qu'on prévoit, en fait, les investissements nécessaires ou le budget nécessaire, que ça soit avec des ressources internes ou avec des spécialistes externes? Comment qu'on peut aborder le sujet d'investissement de budget? Je vais y répondre, Valérie, si tu veux. De manière générale, sur le budget de gestion du changement, il faut compter environ 10 à 15% du budget total d'un projet de transformation lié aux efforts de la gestion du changement. Donc, l'outil que vous a présenté Valérie là tantôt, qui permettait de qualifier et quantifier l'ampleur du changement là, sur chacun des projets, il permet aussi également d'obtenir une vue sur le budget gestion du changement qui est nécessaire à prévoir. Donc, c'est un budget qu'on prévoit en pourcentage, hein, en fonction des impacts, des risques, attentes du projet, en fonction aussi de la capacité de l'organisation et de la préparation de l'organisation vraiment
vraiment à changer. Donc, en moyenne, j'ai envie de dire, c'est 10 à 15% d'un projet, un projet total, d'un budget d'un projet global. Voilà. Parfait. Oui, puis il y a aussi la maturité de l'entreprise en changement va avoir un impact sur le budget. Si on a de la pratique, c'est sûr qu'on a déjà des canaux, on a déjà fait des tests et tout, on est capable d'aller un peu plus rapide. Ça peut avoir un impact aussi sur le budget. Bon point, merci. Je pense qu'on a une autre question qui est rentrée. Oui, les personnes qui gèrent un projet de transformation, changement de CRM par exemple, doivent-ils être experts en gestion de projet? Donc, question sur la relation entre gestion de projet et gestion du changement. Tous nos experts, en tout cas nos directeurs gestion du changement, ont aussi une formation en gestion de projet. Mais de manière générale, on fonctionne sur nos projets avec un chef de projet et puis un change manager, un chef de projet qui va gérer la gestion du changement. Il y a des fortes corrélations entre gestion du changement et on est très dépendant aussi de ce que va faire le projet et puis de toutes les phases du projet. Donc, de manière générale, on a deux chefs de projet, un pour vraiment gérer le projet et puis tout le design du projet, et puis un pour gérer la gestion du changement, et on travaille vraiment en étroite collaboration. Excellent. Une autre question, voilà. Équilibre entre allocation des ressources pour le projet et maintien de la performance, puisque moins de ressources. Ben, ça, je peux l'apprendre. C'est pas toujours facile, mais on y arrive. On arrive. J'ai travaillé sur un énorme projet dans une usine de fabrication où on changeait pratiquement tout de A à Z et on devait s'assurer la production. Ça demande une excellente planification. Et il faut bien peser aussi le travail. C'est sûr qu'il y a certains membres de l'équipe projet qui doivent être à 100% libérés de leur quotidien si on veut que ça fonctionne. Mais il y a une possibilité de le faire. Il faut juste être hyper bien organisé. Ça répond peut-être plus ou moins, c'est peut-être pas la réponse que vous aimeriez avoir, là, mais c'est évidemment un jeu d'équilibre. C'est ça. Donc, la question était vraiment comment assurer un équilibre entre le travail au quotidien, si on veut, versus des gros projets comme une transformation. Donc, c'est vraiment une planification, Valérie Kim, si je comprends bien, une planification qui nous permet de le faire. Oui. Parfait. Benoît dit oui, ça répond à ta question. Je pense que ça fait le tour des questions. On peut faire juste un dernier appel aux participants. Si vous avez des questions, ça serait le moment. Sinon, nous allons terminer dans quelques instants. Je pense que ça va. Alors, merci encore une fois, Céline et Valérie Kim, et bien sûr notre partenaire CGI pour cette présentation. Merci également à vous tous d'être parmi nous. Je vois qu'il y a un petit commentaire pour vous, mesdames, donc je vous laisse lire ça. Je pensais que c'était une petite question qui rentrait. Donc, merci aux participants. Ne manquez pas notre prochain événement, en fait, le Forum stratégique sur l'enseignement supérieur le lundi 31 mai prochain et un prochain webinaire d'experts à la mi-juin. Donc, on vous revoit bientôt. Merci encore une fois, mesdames, et bonne journée à tous. Merci, Nadia. Bonne journée à tous.